Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Aujourd'hui, dans Trail Business Club, nous partons à la fois loin, mais aussi à proximité. Direction la Chine, un marché où le trail explose, où l'innovation s'accélère et où de nouvelles marques veulent jouer dans la cour des grands, à l'image de Anta, Kailas, Shox, Anoniji ou encore 361. Mais parmi elles, Moon2 Coast, une marque jeune, ambitieuse, née de la rencontre entre la culture montagne chinoise et un savoir-faire industriel. Notre invitée, directrice en Europe du développement de Moon2Coast, est en première ligne pour construire ce projet. Bonjour Sheng. Enchantée. Alors, comment conquérir des pratiquants exigeants? Comment dépasser les clichés du Made in China? Et surtout, qu'est-ce que l'industrie du trail va changer dans le business mondial du sport? Avec Sheng, on va parler stratégie globale, distribution, sponsoring et surtout comment convaincre les trailers européens qu'une nouvelle génération de marques arrive depuis l'empire chinois. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, te présenter et puis dire à nos auditeurs, depuis tes origines en Chine jusqu'à aujourd'hui Annecy, puisque je parlais de proximité, tu habites à Annecy, en passant par Lausanne, la Suisse, comment en es arrivé là et pourquoi, je le dis, pourquoi tu parles aussi bien français? Bonjour. Déjà, merci de m'avoir. C'est un grand honneur pour moi. Donc, juste pour parler moi-même, je suis Made in China, non, fabriquée en Chine, mais finalisée en France et puis accessoirement décorée en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je suis à la base chinoise et je suis venue en France depuis 14 ans maintenant. Et entre-temps, j'ai un peu travaillé à New York, à Londres et puis en Suisse avant de rentrer de nouveau en France. J'étais spécialisée en communication et relations publiques internationales. Et quand j'étais à Londres, après mes études à Sciences Po Lyon, il y avait le Brexit. Après avoir travaillé un an au Royaume-Uni, je suis rentrée en France et je suis devenue responsable des opérations dans une école du commerce qui s'appelle INSEAD. Et en même temps, il y a UTMB qui a commencé à se développer. UTMB cherchait quelqu'un qui peut parler français, chinois, anglais pour les aider sur la partie internationale. Mon ancienne patronne à Londres m'a sollicité. J'ai commencé à travailler pour UTMB depuis 2018. Je m'occupe surtout de la partie RP Chine. Mais comme tu sais aussi, UTMB était tout petit au début. Il n'était pas comme ce qu'on a aujourd'hui. Au début, on était une petite équipe. C'était un événement à Chamonix. En gros, même si j'étais seulement responsable de RP pour la partie Chine, au final, tous les athlètes, des gens qui travaillent autour de UTMB, des gens qui veulent savoir un peu plus sur UTMB sont tous venus vers moi, surtout les Chinois qui parlaient pas français, qui parlaient pas anglais. Au fur et à mesure, on a fait ce petit réseau trail entre la Chine et la France. Au fur et à mesure, il y a des marques qui a commencé à me solliciter pour les aider à aller en Chine dans un premier temps. La première marque qui m'a sollicité, c'était N-Normal.
Donc, je l'ai un peu fait le pont pour entrer dans le marché chinois. Et après ça, Norman m'a recommandé à NAC. J'ai un peu été la directrice Céline et le CEO, le fondateur William, de rencontrer quelqu'un, un groupe de personnes qui sont dans l'industrie de trail en Chine. Donc après ça, il y a Kailas qui m'a sollicité pour revenir en Europe. Donc l'année dernière, j'ai fait l'ensemble de la marketing média pour Kailas. Et après ça, je me dis peut-être que c'est le bon moment de lancer ma propre aventure. Donc j'ai quitté mon ancien contrat CDI vers Paris. Et après, j'ai fait un MBA en Suisse dans une école du commerce qui s'appelle IMT, qui est basée à Lausanne. J'ai lancé ma propre boîte après que j'ai fini mes études MBA. Ma boîte elle s'appelle Globathlon. C'est le combinaison entre global et athlétique. Globathlon a lancé en janvier suite à mes études. Et puis, la mission de la boîte, c'est justement faire ce pont que j'ai déjà fait dans le passé parce que j'ai identifié un manque de communication, de fluidité entre les deux marchés. On essaie de aider les marques asiatiques de venir en Europe, aider les marques européennes d'aller en Asie. Et à côté, on promeut toujours les courses internationales comme UTMB ou autres, parce que c'est la passion qui a fait créer cette aventure, après tout. Alors un passé très riche, hein. On voit que forcément tu es très sollicité, parlant français parfaitement, parlant anglais parfaitement et bien sûr chinois. Donc tu as été très sollicité par toutes ces marques et aujourd'hui tu t'es lancé dans l'aventure. Donc tu as créé ton entreprise vraiment en France. Elle est créée en France, c'est ça? J'ai les deux entités, j'ai la partie Chine qui est gérée indépendamment par mon associé en Chine, et puis je gère la partie européenne. D'accord, alors on va apporter justement ce marché chinois parce qu'on a bien compris que les acteurs européens voulaient aller en Chine et les acteurs chinois voulaient venir en Europe. Aujourd'hui, on voit de nombreuses marques s'intéresser à ce segment de la course à pied. Je parle des marques chinoises. Est-ce qu'il y a une raison particulière de cette explosion? Alors, je vais préciser ça. Je parlais cet été avec Jean-Luc Diard, que tu connais sans doute, hein, bien sûr, de chez Oka, l'ancien patron de chez Salomon, qui me disait que il y avait aussi une volonté du gouvernement chinois qui avait décrété que le sport devenait une priorité. Je crois qu'il y a même eu une directive de l'administration générale des sports pour promouvoir un développement du sport, mais aussi du sport au service de la santé. Et en même temps, parce qu'on en parlera aussi à la fin de ce podcast, mais souvent la Chine est un peu attaquée sur son côté environnemental, mais le gouvernement a aussi mis en place un plan, je crois, sur 5 ans ou 7 ans jusqu'en 2030 pour la conservation de la biodiversité. Donc, est-ce que tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une des raisons, ce sont les raisons du développement de la pratique des Chinois vers le trail? Oui, tu parles un peu les environnements, genre politiques ou gouvernementales. Moi, je vais plutôt aller dans les détails. Tout d'abord, avant d'analyser les raisons pour lesquelles que ça a explosé, j'aimerais bien juste présenter quelques chiffres clés, juste pour qu'on puisse se rendre compte comment le marché a évolué. On parle de 65 courses de trail au total en 2014 en Chine. Et aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par 7 fois. Donc aujourd'hui, en 2024, c'est un chiffre qui est communiqué par un média trail chinois. On comptait 505 courses de trail. En 10 ans, c'est multiplié par 10. Ça, c'est le chiffre de 2014. Là, c'est même pas celui de l'année dernière. C'est même pas celui de cette année parce que cette année, ça a encore augmenté. Ça, c'est le côté course. Et puis, au niveau de la population trail en Chine, en 2017, on compte 100 000 de coureurs trail réguliers. Et ce chiffre est devenu 200 000 en 2025. La population de trail a aussi doublé en moins de 10 ans, en gros.
Donc, on voit vraiment une croissance constante et rapide dans toute la communauté. Et surtout, on observe une grosse croissance après le Covid. Donc, pour moi, genre les deux facteurs qui ont fait accélérer cette croissance, c'est tout d'abord UTMB, puis deuxièmement, c'est le Covid. Tout d'abord, pourquoi UTMB? Parce que c'est la course phare de trail. Donc, avant qu'on parle de tous les Western States, Hard Rock, tout ça, les Chinois connaissaient pas autre course. La seule course qu'ils connaissaient à l'international, c'était UTMB Chamonix-Mont-Blanc. Je me souviens que, en fait, au début, quand on a commencé la traduction, on n'arrive même pas à traduire parce que le système trail, ça n'existe pas en Chine. Il faut savoir comment expliquer c'est quoi le dénivelé. Genre, des trucs tout simples, vu qu'on ne pratique pas, c'était difficile à traduire. C'était vraiment genre de zéro quand on a commencé la promotion de l'UTMB en Chine. Et puis, on voit que les gens sont vraiment intéressés à cette course. Après, il y a le UTMB, genre les courses de pas UTMB qui se sont implémentées en Chine, notamment celui de Ninghai. Le patron de Ninghai, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui connaît bien le marché européen. Il a vraiment aidé à implémenter cette population en Chine. Le développement de la communauté de trail en Chine est presque accompagné par le développement de l'UTMB en Chine. Ça, on peut pas séparer ces deux parties. Et puis, deuxièmement, pourquoi j'ai dit que le Covid, c'est important? Parce que c'est là les gens ne pouvaient pas sortir et puis ils se rendent compte qu'en fait, on a besoin de rentrer dans la nature, de connecter avec soi-même. Donc, avant Covid, les Chinois étaient très, très attirés par les besoins matériels. Ça, c'est quelque chose de plutôt psychologique. C'est genre, si on regarde la pyramide des besoins des humains, c'est d'abord les basiques et puis les besoins matériels de statut, tout ça. Et après ça, on entre dans un truc un peu plus les bien-être spirituels. Donc, avant Covid, les Chinois ont dépensé tous les sous pour le luxe, les voyages de haut de gamme, tout ça. Sauf que pendant Covid, le fait qu'on ne peut plus sortir, on se rend compte que tout ça, ça sert pas à grand chose à un moment donné. Les gens commencent à chercher à avoir ce côté bien-être, la liberté, la connexion avec soi-même et puis la connexion avec la nature. Et tout ça, c'est le trail qui peut nous donner. Moi, je vois genre de côté industriel, c'est le développement de l'UTMP qui a fait grandir cette croissance. Et puis, deuxièmement, perso, les gens ont ce besoin d'aller dans les montagnes et se connecter avec soi-même grâce à Trail. Très intéressant comme vision. En tout cas, merci de nous éclairer là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, ce regard dans ce qu'on entend ici dans la presse en Europe. Et je pense que justement, le gouvernement a peut-être aussi profité de cet engouement post-Covid pour accélérer le mouvement, non? Oui, parce que si tu veux, genre, toutes les courses type UTMB ont un grand retour économique sur l'économie locale aussi. Dans le sport, quand j'ai travaillé avec le Comité olympique international, on observe il y a une tendance qui s'appelle sportainment, qui est la combinaison de sport et entertainment. Donc, en gros, le trail, vraiment, c'est la parfaite combo entre le sport et le plaisir. Du coup, ça attire non seulement les coureurs, mais aussi les gens qui accompagnent les coureurs, genre les amis, genre les familles et tout ça. Ça fait que chaque course, c'est pas seulement pour les coureurs, mais pour l'ensemble du tourisme de l'économie locale. Je crois que le gouvernement chinois a aussi observé cet intérêt autour du trail. Il y a de plus en plus d'autorités locales qui veulent aussi faciliter cette tendance afin qu'il y ait un retour économique derrière sur les villes où les courses se sont avoir lieu.
Alors justement, aujourd'hui, quelles sont les régions, les territoires qui connaissent un fort développement du trail en Chine? On connaît le Yunnan, le Sichuan. Est-ce qu'il y Oui. en a d'autres? Moi, j'étais allé une année du côté de Yangshu aussi. J'avais vu que c'était très 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 beau et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient. Il y en a d'autres qui se sont développés justement dans cet intérêt de développer le tourisme et le sport. Oui, tout à fait. Juste avant que qu'on a ce podcast, j'ai regardé un peu la géographie des trails. Du coup, en gros, on voit beaucoup de courses dans le sud parce que la Chine est très très grande. C'est à peu près genre si tu comptes de Suède jusqu'en Espagne. Donc ça c'est la grande surface de Chine qui fait que dans le nord il a fait très 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 froid en hiver, genre moins 30 des fois. Donc, c'est impossible d'avoir des courses dans le nord quand il fait froid. Donc, mais dans le sud, genre, surtout la région de Guangzhou, il fait minimum genre 15-20 degrés, même en hiver. Donc, toute la région dans le sud de Shanghai, il y a beaucoup d'activités. Donc, à part Sichuan, Yunnan que tu as déjà cité, il y a aussi la province de Zhejiang qui est très connue. C'est là où il y a le Ninhai by UTMB. C'est là aussi où il y a le Chaigu, qui est une des grandes courses en Chine. Donc, la province de Zhejiang, c'est aussi un endroit assez particulier parce que c'est une région très, très riche. Les gens ont plus de temps pour le sport en général. Et puis, le gouvernement, dans le passé, ils ont déjà facilité les échanges internationaux. Donc, ce sont des gens qui sont très ouverts à l'esprit. Donc, les Linhai et Chaigu, on peut dire que c'est les deux plus grands courses en Chine. Donc là, ces deux-là, c'est dans la même région et c'est dans la province de Zhejiang. Justement, tu disais qu'aujourd'hui, le développement vraiment de la discipline en Chine est lié à l'UTMB, qui a été Mm. une marque forte. On connaît aussi, avant que les Chinois connaissent l'UTMB Mont Blanc, forcément, on sait que Chamonix a toujours été très intéressant pour les Chinois qui venaient voir le Mont Blanc. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a d'autres événements que ceux de l'UTMB? Je crois qu'il y a aussi un événement avec la Maxi Race, mais est-ce qu'il y Mm. a un circuit qui s'est formé un petit peu comme en Europe avec le skyrunning ou avec les golden? Est-ce qu'il y a un circuit spécifiquement chinois? Euh, je réfléchis, mais je pense pas. Je réfléchis à tous mes amis athlètes élites. Les courses, ils le font absolument. C'est UTMB Chamonix Mont Blanc. À part de ça, il y en a qui font Val d'Aran. À part de ça, il n'y a pas un qu'on fréquente régulièrement parce que si tu veux, ceux qui viennent faire les courses en Europe, c'est souvent les élites. Et pour les élites, comme tu sais, ils ont un agenda, donc ils ne peuvent pas genre, se permettre de faire toutes les courses comme les Européens. Et deuxièmement, genre le coût de déplacement, c'est assez élevé pour les élites de venir ici. Et troisièmement, pour les coureurs chinois, une des grandes difficultés, c'est la nourriture. Parce que, comme tu le sais, comment manger, comment boire, c'est important pour la course. Donc, si ils sont pas obligés de venir ici, ils préfèrent ne pas venir parce que pour eux, là, c'est très, très différent les deux systèmes de nourriture en Europe et en Chine. Ouais. Ça, c'est une précision très importante. J'avais aussi vu du côté des Népalais qui avaient vraiment Mm, beaucoup de mal à s'adapter quand ils venaient en Europe. Non, ma question, c'était aussi, est-ce que dans toutes ces courses, tu disais qu'il y avait plus de 500 courses, presque 600 courses mm. maintenant. Est-ce que dans ces 600 courses, il y a aussi un circuit qui est organisé au sein de la Chine en elle-même? En Chine, donc moi, si je regarde les courses systématiques, donc il y a UTMP, genre les courses pas UTMP, ça c'est en collaboration avec Longjing Sport. Donc on pourrait l'appeler comme une chaîne ou un circuit en Chine. À part de ça, il y a aussi le Golden Trail national chinois qui a lieu en Chine tous les ans en ce moment. À part de ça, on peut aussi citer une entreprise qui s'appelle Lantu. C'est une entreprise qui est en collaboration avec Kailas. Donc, ils ont leur propre boîte de courses aussi. Donc, eux, ils organisent pas mal de courses dans le sud, genre qui sont proches de la région.
Ok, très bien. On a vraiment cette vision, cette photographie de ce qui se passe actuellement en Chine sur le trail. Merci en tout cas, Sheng, pour cet éclairage. On va passer tout de suite du côté de la marque que tu aujourd'hui représentes en France et même en Europe. Moon to Coast, une marque qui est née, qui est très jeune, hein, qui est née il y a pas très peu de temps. Est-ce que justement tu peux nous présenter quelle est sa marque et quel est son ADN aujourd'hui? Oui, donc Mount Coast, c'est une marque qui a été créée à Hong Kong en 2022, mais le lancement officiel, ça se fait en 2024, donc seulement l'année dernière, parce que le fondateur a passé 2 ans sur la partie recherche et produits avant qu'on a lancé le modèle phare Route R1. Donc, le lancement officiel a été fait aux États-Unis l'année dernière. Donc, maintenant, ça fait 1 an et demi que la marque existe. L'ADN de la marque, c'est pour la longue distance. Donc, la mission de Mount Coast, c'est d'accompagner les coureurs pour chercher et aller plus loin à travers, dans un premier temps, les produits et dans un deuxièmement, tous les événements qu'on organise autour de la marque. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est aujourd'hui le fondateur de la marque et qu'est-ce qu'il représente en Chine? Ouais. Donc, le fondateur s'appelle Vincent Chen. Je l'ai rencontré l'année dernière à l'ISPO quand il est parti pour récupérer le prix de l'ISPO l'année dernière. Donc, c'est un businessman qui est assez reconnu en Chine et à Hong Kong. Donc, il est passionné pour vraiment par le sport. Donc, il avait déjà d'autres business avant, mais vu qu'il a envie de créer sa propre marque pour le sport. Donc, il a décidé de lancer dans cette aventure. Et quand tu disais ils ont travaillé pendant presque 2 ans pour élaborer une chaussure, Mm. c'est lui-même qui a travaillé ou il avait une équipe avec lui? Il est le seul fondateur, mais il a une équipe de partenaires. Donc, l'équipe produit s'appelle le lead de produit s'appelle Yeti. Yeti, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé au plus de 10 ans chez Brooks. Donc, il s'est occupé des produits chez Brooks pendant très longtemps. Donc, Vincent est parti lui chercher et pour travailler sur toute cette partie de recherche et développement de produits. Aujourd'hui, la marque est lancée depuis un peu plus d'un an. Il y a Mm. combien de produits dans la marque et est-ce que c'est uniquement sur le modèle de la chaussure ou est-ce qu'il y a déjà de la diversification sur du textile, sur du portage? Donc, pour l'instant, on est très, très focus sur les chaussures, même si beaucoup de coureurs veulent avoir d'autres t-shirts et les accessoires parce qu'ils le trouvent très, très beau et de bonne qualité. Du coup, dans la catégorie chaussures, on peut le diffuser en 3 parties. Donc, on a partie route. Sur la partie route, on a 3 modèles. On a R1, qui est genre Race 1. Et puis, on a le S1, c'est plutôt pour les entraînements du quotidien. Et puis, on a le P1 plutôt pour la pronation. Donc, on a ces 3 modèles de route. Et puis, pour le modèle de trail, on a seulement un seul modèle avec 3 couleurs. Ça s'appelle D1, tout simplement. La première lettre de chaque modèle, en gros. Donc, il y a le noir, blanc et puis brun. Et puis, on a lancé une couleur spéciale pendant UTMP qui est un peu le bleu glacier. Et puis, pour le dernier modèle, c'est Gravel. Ça s'appelle hybride H1. Donc, on a ces 3 catégories et en ensemble, on a 5 modèles de chaussures. Ok, alors justement, dans tous ces modèles et sur une marque aujourd'hui chinoise, où forcément les produits sont fabriqués en Chine, comme tous les produits qui sont faits par toutes les marques dans le monde, hein, puisqu'aujourd'hui on est quasiment obligé de passer par un pays asiatique pour produire des chaussures. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui d'être associé au Made in China quand en plus on est une marque chinoise? Comment on fait pour essayer de sortir de ce cliché un petit peu qui parfois en Europe peut être négatif? Mhm. Ben, tu as tout à fait très très bien conclu. Le Made in China, ça c'est la plus grande difficulté pour toutes les marques qui viennent de Chine.
Donc, ça, c'est pas seulement le point difficile pour les marques de sport, mais pour toutes les marques qui viennent de Chine, telles que Huawei, BYD ou autres. Parce que la tendance de développer à l'international, c'est une tendance générale qu'on a observée en Chine. Parce que si tu veux, les marques chinoises, ils ont très très bons produits parce que si tu regardes les chaussures Adidas, Nike ou On, au début, ils sont fabriqués en Chine. Mais la difficulté pour les marques chinoises, c'est faire une marque comme les marques européennes, parce que déjà, le chinois, c'est pas une langue assez généralisée. Donc, comment faire une marque internationale, c'est difficile. Donc, et comment se débarrasser de Made in China, ça, c'est encore plus difficile pour les marques chinoises. Donc, ça, je peux pas dire on a réussi, mais c'est quelque chose qu'on continue à apprendre. Si je me permets, je donne un bon exemple qui a réussi à balancer ce côté, c'est Shox, les écouteurs. Je pense que tu connais bien aussi. Si tu regardes les produits de Shox, personne ne demande où ça vient. Et même pour moi-même, quand on m'a donné, j'ai cru que c'était une marque américaine parce que c'est très international, très bon produit. Aucun endroit est marqué marque chinoise ou autre. Donc, je pense que Shox a donné une très bonne leçon pour les marques chinoises de bien développer à l'international. Donc, ce côté Made in China, c'est difficile. C'est pas quelque chose je pense qu'on peut réussir à se débarrasser en très peu de temps. Genre, si je cite moi-même, j'ai passé plus de 10 ans en France avant que les gens me reconnaissent pour mes qualités au lieu de me juger sur ma racine. Donc, je pense ce que j'ai vécu, c'est aussi ce que les marques chinoises vont vivre dans le futur. Donc, il faut être patient, il faut le temps, il faut juste montrer que c'est un bon produit. On a mis toutes nos innovations, technologies sur les produits et attendre que les gens reconnaissent les produits par les qualités et non pas jugés par Made in China ou autre. C'est aussi pour ça que la marque a tout de suite pris le parti de s'appeler Moon to Coast et peut-être justement comme Shox d'avoir un nom, un naming plutôt anglo-saxon qu'un naming plutôt chinois. Donc, si je réponds à ces questions, je dois citer les paroles du fondateur. Donc, le fondateur, dans une conversation, il a dit, nous, on fait pas une marque chinoise. Nous, on veut faire une marque internationale par des Chinois. Donc, ça, c'est sa vision. Donc, c'est quelqu'un qui est très international, qui cherche à faire une marque qui peut durer, qui peut devenir une légende comme les autres marques dans le sport. Donc des grosses ambitions du côté de cette marque, Moon to Coast. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans la conception, elle est uniquement faite, tu as dit que vous aviez recruté un ancien collaborateur de Brooks. Est-ce que justement, aujourd'hui, vous vous associez aussi dans cette partie recherche et développement uniquement en interne en Chine ou est-ce que vous allez chercher aussi des compétences européennes, américaines, ailleurs pour sortir de ce Made in China? Donc, pour la partie recherche, on a vraiment collaboré très, très prochement avec BASF, qui est une entreprise allemande, dès le début. Donc, aujourd'hui, on a des technologies qui appartiennent à la maison, comme Circle Cell. Par exemple, le Circle Cell, c'est une matière qui a été faite à 100% bio, à la base bio. Donc, tout ça, c'est la partie innovation qu'on a collaboré avec BASF. Alors, même les grands patrons de BASF étaient très fiers de cette partie-là. Ils les portent aussi pendant leur travail pour juste montrer que ces produits représentent une innovation dans cette industrie. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, vos standards, c'est un peu d'aller chercher ce qui se fait de mieux, notamment du côté de chez Nike, de chez Oka, de chez Salomon, chez Adidas. Vous voulez vraiment être une marque qui soit le leader de l'outdoor au niveau mondial et pas seulement au niveau Chine. Déjà, on n'a jamais lancé en Chine. Donc, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de faire une marque internationale. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment fournir les produits
qui sont adaptés aux besoins des coureurs qui font les longues distances. Donc, pour cela, on cherche à combiner le côté confort, durabilité et puis aussi le design pour que le produit adapte non seulement aux coureurs, mais aussi qui est adapté à l'ensemble de la population qui est attirée par le sport en général. Alors, on a compris, tu disais tout à l'heure, le lancement a été fait en Chine. Non, pardon, alors pas en Chine, justement, aux États-Unis, autant pour moi, a été fait aux États-Unis l'an dernier. Ouais, Aujourd'hui, toi, tu es implanté et tu es en charge du développement en Europe avec ouais. 4 pays. Quel est aujourd'hui justement le modèle en Europe et en France? Comment vous êtes organisé pour cette distribution? Juste pour donner un peu les background informations, quand les marques commencent à développer, c'est souvent via le modèle distributeur parce que la marque n'a pas la capacité de faire la distribution directe envers le magasin ou gérer l'ensemble de D2C, de genre direct to consumer. Nous, on a pris cette route assez classique de travailler avec les distributeurs pour la partie européenne. Pour la partie américaine, c'est tout à fait direct to retailer parce qu'on a des entrepôts, on a des logistiques aux États-Unis. Pour la partie européenne, vu qu'il y a les barrières langage, barrières culturelles, on fait des baby steps un par un. On a commencé par le marché suisse et puis, ça a été suivi par l'Espagne, la France et Benelux. Prochainement, ce sera Italie, Allemagne et Royaume-Uni. Et c'est toi qui vas avoir en charge tout ce développement sur l'Europe du Nord? Pour l'Europe du Nord, on a déjà sponsorisé une course qui s'appelle Småland 100, qui est dans le sud de Stockholm. J'ai observé un truc très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs qui portaient Norda. Ça, j'ai jamais vu en France ou en Espagne. Je pense que le marché nordique est un peu particulier. On va pas attaquer tant qu'on n'est pas clair sur ce qui se passe sur le marché. Parce que après tout, on est encore une marque qui est très très petite comparée aux autres grandes marques. On préfère que on concentre sur les marchés existants et accompagner nos partenaires sur les marchés existants avant d'aller trop loin. Ça, c'est le même dans le sport. Si tu veux faire une course, il faut que tu te concentres 100% sur celui-là et au lieu de faire 10 courses en même temps. Alors aujourd'hui, vous arrivez en France. Alors je sais pas si on peut l'annoncer, mais vous avez même vous êtes rapproché d'un distributeur. Je crois que vous l'annoncez dans quelques jours, mais peut-être tu vas nous l'annoncer aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui votre vision du marché français qui, moi, de mon point de vue, est un marché déjà très saturé avec près de 25 ou 26 marques présentes. Est-ce que c'est pas presque peine perdue d'aller sur un marché qui est déjà blindé, où il y a déjà beaucoup de gens? J'avoue que le marché français était plus difficile que j'ai imaginé parce que à la base, je me dis, notre équipe est en France, on a le réseau, ça va être facile, ça va être le premier marché. Au final, pendant tous les pays que j'ai cités, la France a été le dernier à signer. On a signé le distributeur qui s'appelle Plan Nord, qui est assez reconnu dans le marché français. Ils font un très bon boulot pour les marques qui existent, enfin, qui sont déjà présentes sur le marché français. On a confiance que ça va se faire. Ça prend du temps, mais ça va le faire. Avec Nicolas Gédet, puisque c'est lui que j'ai Oui, vu et qui m'a confié ça l'autre jour. On était au bord d'un chemin, puisqu'on était ensemble sur un cyclocross. oui. Voilà, pour tout dire. Juste au niveau justement de ces ambitions, vous marchez nouvelle marque sur le marché. Quelles sont vos ambitions vraiment, clairement, à l'échelle européenne et à l'échelle française? C'est de prendre quelques parts de marché ou vraiment d'être vraiment puissant, comme aujourd'hui on l'a vu l'arrivée, et tu en as parlé tout à l'heure, de Kailas, qui a été progressif, mais on a vraiment l'impression que là ils ont franchi un cap maintenant. C'est pareil pour vous? Moi, notre équipe, toute l'équipe, on n'est pas les gens qui aiment bien, genre, dire les gros mots avant que ce soit réalisé. Ce que je peux communiquer aujourd'hui, c'est qu'on fait les choses petit à petit et on fait étape par étape.
mais on veut juste assurer que chaque consommateur qu'on accompagne est content avec nos chaussures. Donc, si on arrive à déjà conquérir une petite partie du marché français, on est très content. Mais comme on a observé avec les besoins du marché, je pense qu'il y a encore des choses à faire parce que, juste pour te dire, le D1, le modèle Trail, a été sold out, genre 2 semaines après le lancement en ligne. Surtout la couleur Snowline, la couleur spéciale bleue qu'on a sorti pendant UTMB, ça a été sold out après quelques heures sur notre site. Donc, je pense même s'il y a trop de marques comme on peut voir sur le marché français, mais je pense que les gens vont être toujours attirés par les bons produits et on a confiance en notre produit. Alors, vous avez ces ambitions, évidemment, vous voulez rester discret et humble là-dessus, mais quelle stratégie vous allez mettre en place pour justement essayer de sortir de ce lot des 25-26 marques, au-delà de la réputation qui peut se faire bien sûr hein, de consommateur à consommateur, puisque vous avez tout vendu ce que vous aviez mis en ligne, tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie pour conquérir ce marché précisément? Bon, donc déjà, on cherche à se différencier avec nos produits. C'est pour ça qu'on a mis les meilleures technologies, on a mis beaucoup de temps sur la partie recherche. Et je pense que ce qui est différent entre nous et les grandes marques établies, c'est qu'on est très ouvert au feedback des coureurs. Donc, genre là, le D1, ça a été sorti il y a quelques mois. On a déjà commencé à cueillir les feedbacks et voir imaginer comment améliorer la prochaine génération. Donc, le focus sur la performance de nos produits, ça, c'est quelque chose de non négociable pour notre marque. Et puis, deuxièmement, c'est le côté philosophique de la marque. C'est parce que toute l'équipe fondation, on aime bien le sport, donc on cherche à donner ce qu'on peut pour accompagner nos coureurs. C'est-à-dire que on organise des événements où les coureurs sont bien, enfin, ont bien apprécié. Donc, on cherche aussi à accompagner les communautés. Et puis, je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur notre site, on a un projet Transcend. Donc, le Transcend Project, c'est vraiment de sélectionner les coureurs qui ont des ambitions de faire un projet pour dépasser soi-même. Donc, ça, c'est le côté plutôt genre bien-être, genre bienveillant de la marque. Je pense que ça, c'est aujourd'hui, malheureusement, ça se fait pas chez toutes les marques. Alors, est-ce que tu peux préciser pour ceux qui écouteront ce podcast, qui veulent postuler pour ce projet, comment ça se passe et quand est-ce qu'aura lieu le choix des projets? Ouais, donc sur notre site, il y a un espace permanent. Donc, si tu tapes Transcend Project Mount Coast, on va facilement trouver. Donc, il y a un formulaire et puis on peut remplir les informations basiques et puis ce que tu veux réaliser et pourquoi tu veux réaliser ce projet. Et puis, on a une équipe qui fait la sélection et puis qui décide après pour accompagner les coureurs financièrement et aussi spirituellement pour réaliser ce projet. Alors justement, ça c'est la partie un petit peu ambassadeur, parce que ce projet il s'adresse à tout le monde, à tout à chacun qui serait intéressé pour postuler. Ouais. Sur la partie athlète, un peu plus athlète élite, athlète de haut niveau, tu l'as dit aujourd'hui, l'UTMB a une image incroyable dans le Mm, monde entier. Tout le monde veut venir à l'UTMB, tous les coureurs élites rêvent en tout cas de briller à l'UTMB. mm, En France, même dans le monde, on référence à peu près aujourd'hui 25 teams, qui mm, sont des teams de marque, hein, qui aillent de North Face à Adidas, en passant par Nike, Salomon, New Balance. mm. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, votre ambition, c'est aussi de créer un team pour associer votre image aux athlètes élites? Ça a déjà commencé et c'est encore en cours pour 2026. Donc, pour toutes les marques qui cherchent à montrer la performance, les athlètes, c'est un passage qu'on doit absolument faire. Mais on est conscient, on est encore une petite marque. On sélecte les gens qui sont bien alignés avec nos valeurs. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir 100 athlètes ou 50 comme les grandes marques, mais du coup, on s'engage à prendre soin de chaque athlète parce que
genre notre équipe en Europe, moi et l'autre associé, tous les deux, on a travaillé pendant des années dans notre aile. Donc, on sait que la pression que les athlètes peuvent avoir avant les grandes courses, c'est énorme. Donc, nous, on cherche à ne pas mettre cette pression sur les athlètes. Donc, on veut vraiment accompagner les athlètes un par un avec les plans personnalisés pour que les athlètes puissent se sentir bien accompagnés dans les meilleures conditions pour la course. Et à travers ces résultats, on arrive ensemble à inspirer plus de gens de pratiquer le course à pied, le trail et aussi à dépasser soi-même. Alors justement, vous voulez aussi, je vais utiliser ce mot-là, mais utiliser les athlètes qui parfois véhiculent une image. Aujourd'hui, si vous voulez communiquer au grand public, c'est quoi l'image que vous voulez faire passer? En gros, on a compris que vous vouliez pas montrer que vous étiez une entreprise chinoise, mais vous voulez faire passer quel message en termes de performance, de nature, de dépassement de soi, de projet? C'est quoi? Donc, tout d'abord, je suis très contre utiliser les athlètes parce que pour moi, genre, même si le contrat, genre, la nature de travailler avec les athlètes, c'est utiliser, mais pour moi, c'est comme toutes les relations, quand on travaille ensemble, c'est pour devenir meilleure version l'un et l'autre. Donc, c'est pour collaborer ensemble et grandir ensemble. Donc, j'insiste sur ce point-là. Et puis, justement, sur tous les coureurs qu'on a travaillé, il y a un point commun, c'est les longues distances. Que ce soit c'est sur la route ou sur le trail. Pour la partie route, on a signé les champions de 24 heures route et puis aussi le 6 jours 6 nuits. Donc aujourd'hui, on détient deux records mondiaux sur le 6 jours 6 nuits et puis aussi sur le 24 heures. Et puis pour la partie trail, vu que le trail, ça vient genre commencer il y a quelques mois. Donc on a déjà sélectionné quelques coureurs, mais ils sont tous genre plutôt spécialisés dans la longue distance. Aujourd'hui, on sait aussi que c'est important d'avoir des produits qui sont adaptés à différentes distances, mais on cherche dans un premier temps d'accompagner les coureurs qui font les longues distances pour que ce soit bien aligné avec notre ADN et ambition. Alors, tu as eu raison de me répondre. Le mot collaborer était beaucoup plus juste pour parler des athlètes. Tu as complètement raison. Je te rejoins sur ce terme-là. C'est moi qui ai commis une petite erreur dans l'utilisation. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, tu constates qu'il y a des résistances, des freins culturels qui pourraient nuire à la réputation d'une marque comme la vôtre? Côté réputation, c'est quelque chose qu'on fait très attention. Du coup, pour moi, en fait, ce qui peut nuire à ce stade, c'est des gaps culturels, en fait, parce qu'il y a une grosse différence culturelle entre les Européens et les Asiatiques. Donc, pour moi, genre, j'ai toujours travaillé en France, au Royaume-Uni et ici. Donc, pour moi, c'est assez facile de communiquer correctement avec les gens ici. Alors que pour l'équipe du siège, ils ont jamais vécu ici, ils ont jamais travaillé. C'est encore un grand, c'est encore quelque chose à apprendre. Donc pour moi, les choses pour l'instant qui peut ralentir la vitesse, c'est surtout cette différence culturelle. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, les Chinois travaillent non-stop, que ce soit samedi ou dimanche, que ce soit c'est le jour ou c'est la nuit. Donc, pour eux, ils envoient des messages de travail quand ils le veulent quand ils ont besoin. Alors, pour les Européens, nous, on a besoin d'être respectés pour cet espace privé. Donc, je pense que ça, des fois, il y en a qui sont plus flexibles, ils disent des messages le dimanche, le samedi matin, il n'y a aucun souci. Mais il y en a, si ça se répète, ils trouvent que c'est irrespectueux. Donc, ça, c'est plutôt dans le cadre B2B que ça peut arriver. Et puis, autre, genre, tout simplement, genre, quand les Chinois, ils te disent non, ça veut pas dire non. Et quand ils te disent oui, ça veut pas dire oui. Alors, nous, on est Européens, genre, quand on te dit oui, c'est un oui. Alors, les Chinois, ils peuvent te dire oui, 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 au final, c'est un non.
Du coup, alors que les Européens donc comprennent pas ce qui se passe, donc ils pensent que c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui n'a pas suivi ses paroles, alors que c'est une pratique assez courante parce que si tu veux, genre le contexte culturel c'est très soutenu en Chine, donc des fois on sait pas trop dire ce qu'on pense réellement, donc on dit oui à toutes les choses et au final c'est un non. Effectivement, c'est pas simple de se comprendre et de pouvoir construire des relations dans ce cadre-là. Mais toi, aujourd'hui, tu essayes de faire justement ces passerelles pour essayer de casser un peu ces clichés aussi, à titre personnel, de Oui. dire que on a mis du temps à te reconnaître pour qui tu étais. Aujourd'hui, c'est important, tu as vraiment trouvé ta place, toi, dans ce rôle Ouais. de médiateur entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine. Ouais, je me sens complet tous les jours en faisant ce travail parce que je vois que l'ensemble du trail est en train de grandir. Donc, pour moi, c'est juste un grand plaisir de faire partie. Et aussi, à travers notre travail, je pense qu'on arrive à inspirer plus de gens de pratiquer le trail et puis devenir une meilleure version de soi-même. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais tous les jours. Toi qui as une vision vraiment mondiale, à la fois par ton travail que tu as fait en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, maintenant en Europe, est-ce que tu crois que vraiment le développement de la discipline à l'échelle vraiment planétaire, aujourd'hui, il est vraiment focus sur la Chine? On sait qu'aux États-Unis, les courses, c'est compliqué parce que c'est souvent dans des parcs nationaux, c'est limité entre Mm. 200 et 500 coureurs, que le développement en Europe, ben, on connaît aussi quelques contraintes. Il y a beaucoup de réglementations, il y a des phénomènes climatiques qui compliquent les organisations. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est vraiment, comme on le dit parfois, l'empire où tout va se passer? Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour le marché chinois et surtout pour bien, comment dire, connecter avec le marché international parce qu'aujourd'hui, presque toutes les courses, tous les coureurs présents sur les courses en Chine, ce sont des Chinois. Alors que maintenant, on voit qu'il y a des étrangers qui commencent à venir. Alors, je cite ce week-end-là, il y a Chaiku, qui est une des plus grandes courses en Chine. C'est sponsorisé par Salomon. Donc, Salomon a invité tous les coureurs internationaux pour aller participer là-bas. Donc, je rite Rémi Bonnet, qui vient de battre le record mondial récemment. Donc, là, cette semaine, il est en Chine pour Chaiku. Donc, je pense que les Chinois ont encore beaucoup de choses à montrer, mais il faut juste des gens comme nous qui font des choses derrière pour que ça arrive un jour. Et Rémi Bonnet qui a aussi remporté le titre de champion du monde de course en montagne en vertical race à Canfranc fin septembre. Juste un autre point que je voulais aborder avec toi qui est très important aujourd'hui dans l'industrie du sport et dans le monde dans lequel on vit, c'est l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui le respect de la nature, qui est aussi une priorité mondiale, comment on fait aujourd'hui pour être exemplaire dans un pays où on sait que la croissance est énorme, et c'est une croissance à 2 chiffres en Chine, et Mm. on sait souvent que la croissance n'est pas toujours compatible avec le respect de l'environnement. Comment est-ce que vous, Chinois, vous arrivez à gérer cette image, et en tant que Moon to Coast, comment vous faites pour faire en sorte d'être les plus respectueux possible? Donc, je sépare en deux parties. Donc, pour le côté course, je pense UTMB a mis un exemplaire pour la partie Chine. Donc, quand UTMB est venu en Chine, il y a déjà des réglementations au niveau de l'environnement. Donc, on cherche vraiment à respecter l'environnement quand on fait une course locale. Donc, la Ninhai par UTMB, la course que j'ai parlé tout à l'heure, le fondateur est un passionné et un type très international. Donc, genre, pour toutes ces courses, il oblige qu'il y a zéro déchet sur la route. Et puis, on fait des petites vidéos éducation pour juste éduquer les débutants trailers pour qu'ils puissent savoir, genre, garder les déchets et ne pas trop aller dans des endroits où il y a pas de direction. Donc, tout ça, je pense que c'est bien respecté dans les grandes courses en Chine, mais toujours, on a toujours des choses à améliorer.
mais aujourd'hui, je observe pas trop des comportements qui sont à l'encontre du trail ici. Et puis pour deuxième partie, donc pour le respect de l'environnement, nous, Mount Coast, c'est plutôt dans la partie de recherche et matériel. Donc pour cette partie-là, on a déjà développé ensemble avec BASF le Cell qui est 100% biodégradable. Et puis deuxièmement, tous les événements qu'on organise, on est très très conscient avec tout le côté gaspillage et tout ça. Donc, on cherche à avoir zéro gaspillage dans tous les événements qu'on fait au côté marketing. On le disait, hein, Moon to Coast, c'est vraiment une jeune marque qui est née en 2024. Comment tu l'imagines? Où est-ce que tu la vois en 2030? Puisque 2030, c'est à la fois loin, mais c'est aussi très proche. Quand on est une jeune entreprise, bien sûr, j'imagine qu'on a déjà un petit peu planifié ses business plans. Ouais, donc si on regarde les grands vainqueurs comme Roca ou Han, donc normalement il faut 10 ans euh, avant que ce soit rétabli partout et reconnu partout. Donc on espère que en 2020, enfin 2030, d'ici 5 ans, on est déjà bien présent dans les marchés importants, genre en Europe. Et puis tout le reste, je pense, on laisse les résultats parler eux-mêmes. Donc, parce que nous, on n'est pas les gens qui aiment bien dire les grandes ambitions avant que ce soit réalisé. Merci Sheng pour ces propos très clairs. Juste une dernière question avant qu'on arrête, parce que je crois que tu as un autre call juste derrière. Ouais. Est-ce que tu imagines un Chinois gagner l'UTMB avant 2030? Est-ce que pour toi c'est possible? Je pense possible, c'est tout à fait possible. Je pense même que c'est certain. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà Miao. Miao Yao qui a fait OCC, qui a déjà gagné 2 fois OCC. Et puis l'année prochaine, je pense, elle va faire CCC, de ce que j'ai compris, parce que c'est une très bonne copine. Donc, je pense une fois, elle refait CCC, elle va faire UTMB. Donc, je pense, dans son plan, elle va devenir le numéro un, au moins pour le côté féminin. Et puis, côté masculin, cette année, on a eu 3 Chinois parmi les top 10. Donc, je pense qu'on a du potentiel. Mais pour Mia, je la crois et je pense qu'elle va y arriver. Est-ce que c'est aussi un facteur très important aujourd'hui pour un Chinois d'imaginer qu'il puisse gagner l'UTMB? Parce que j'imagine que c'est aussi des gros partenaires derrière à l'échelle du Mm. pays qui est gigantesque et dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de moyens aujourd'hui pour sponsoriser des athlètes. Oui, donc si moi, sans donner des détails, si je compare les frais de sponsorship parmi les Européens, les Chinois, les Américains et les Africains, les Chinois et les Américains sont parmi les meilleurs sponsorisés au niveau de frais pour la même performance. Parce que en Chine, si tu veux, c'est une industrie qui ne cesse de grandir, alors qu'on n'a pas beaucoup de bons coureurs. Donc, tous les élites que tu vas participer ici à UTMB, ce sont les top coureurs. Alors, si tu regardes France ou Espagne, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de bons coureurs. Donc, il y a catégorie élite, mais en dehors de ça, il y a très bons coureurs. Alors en Chine, c'est vraiment élite et puis les amateurs. Donc ça fait que les bons coureurs sont très bien sponsorisés par les marques et puis être très bien accompagnés. Pour moi, les difficultés pour que les Chinois puissent se donner tout leur potentiel, c'est vraiment il y a le côté culturel, il y a le côté langage et puis le plus important c'est le côté nourriture. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile pour eux de manger des choses ici et puis avoir les bons ravitaux. Alors que ici, des Européens, on est adapté à ce qu'on mange tous les jours. Je donne un exemple simple. Miao Yao, elle vient d'une région où on mange très pimenté, alors que ici, il n'y en a pas. Même si on ne peut pas manger pimenté pendant les ravitaux, mais au moins, genre, dans les quotidiens, elle veut pas manger ce qu'elle mange tous les jours là-bas en Chine. Et aussi, genre, le site Fuzhou une fille sponsorisée par Roca. Chaque fois, elle a eu des soucis estomac.
parce qu'elle n'est pas adaptée à des nourritures ici. Donc, je vois, genre, chez les élites, ils font des efforts pour devenir plus international. Déjà, ils consacrent beaucoup de temps d'apprendre l'anglais. Et puis, chaque fois, il devient au moins un mois en avance, juste pour s'adapter au côté nourriture ici. Alors que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas pour les élites européennes. Alors justement, est-ce que si un Chinois gagnait l'UTMB un jour, est-ce que ça serait une star comme on a pu voir au moment des Jeux Olympiques Li Ning devenir une star en Chine? Je pense que ça dépend. Ça dépend comment trail évolue. Parce que si trail devient genre discipline officielle de olympique, je pense que l'effet va être très, très important. Mais le trail, si ça reste dans une niche, peut-être pas que les stars de trail deviennent un star général national. Est-ce que pour gagner l'UTMB, il faudrait qu'un coureur chinois vienne, comme l'a fait Jim Wemsley, peut-être s'installer pendant 6 mois ou un an en France, du côté de Chamonix, pour justement s'adapter à cette culture, comme toi, aujourd'hui, tu es parfaitement européenne et française même. Est-ce que c'est ça la clé de la réussite? Euh, Je pense que oui, mais pas suffisant. Il y a aussi tout le côté accompagnement scientifique des athlètes qu'on est très avancé ici en Europe et il y en a pas en Chine. Donc tout le côté genre récupération, tu t'entraînes avec un système assez scientifique, il y en a pas. Si tu veux, tous les coureurs chinois ils s'entraînent eux-mêmes. Alors Miao, il y a Greg Volley, il y a Hua, il a Greg aussi. Fu Zhaoxiang, il a un coach américain, mais à part ces quelques élites qui ont des coachs, tout le reste, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je pense, pour gagner UTMB, il faut d'abord qu'ils soient adaptés aux nourritures ici. Et puis, deuxièmement, enfin, le plus important, en fait, c'est d'avoir un système d'entraînement plus scientifique. Merci, je voudrais juste qu'on termine ce podcast avec une petite question. Les gens qui vont découvrir cette marque, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent à l'issue de cet entretien de Moon to Coast? Les chaussures. Je pense que ça, c'est le plus important pour toutes les marques. Si tu as des bonnes chaussures, c'est juste une histoire de temps qu'on reconnaît ses qualités. Merci beaucoup, Sheng, et merci pour ce français parfait. Moi, si je parlais juste quelques mots de chinois, je serais déjà très content. En tout cas, merci. Et puis, les gens ne te voient pas, mais moi, je te vois. Donc, aussi pour ce sourire communicatif. Et je sais aussi que tu es une grande sportive parce que juste derrière toi, il y a un magnifique vélo aussi. Donc, tu es quelqu'un qui pratique beaucoup le sport. Et puis, je veux aussi remercier au passage quelqu'un qui nous a mis en relation. C'est Hugo Joyeux, parce que c'est grâce à Hugo qu'on est rentré en relation tous les deux et qu'on a pu faire ce podcast et en apprendre beaucoup sur Moon to Coast, sur ce marché chinois, sur comment les Chinois perçoivent le marché européen. Et comme tu le dis, on espère, et je suis assez convaincu avec ce que tu dis, que d'ici 2030, je suis à peu près sûr aussi qu'il y aura un Chinois ou une Chinoise qui gagnera l'UTMB. En tout cas, merci beaucoup, Sheng, et puis à bientôt, et on se retrouve en 2026 pour les nouvelles aventures avec Moon to Coast. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir et puis j'ai hâte qu'on fasse une autre épisode. Merci, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.